Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus chez Carib ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir Quentin Leclerc. Seul cette fois, la dernière fois il était Ouais, venu avec Marie Cosnet. et Fabien Cosnet Clouette, et Fabien Clouette. Et qui était sorti de ta mémoire. voilà, et ça avait Rip été... Fabien. Non, 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 Fabien ne peut pas sortir de la mémoire de cette librairie, c'est Non, c'est quelqu'un vrai, c'est vrai. dont on aime Mais là, je trop sais les qu'il écoutera ça textes. sur YouTube, donc du coup, je fais une blague, tu vois, en me Ouais, projetant dans le futur et en sachant qu'il va écouter et se marrer. Donc, c'est vraiment. d'accord. Je suis vraiment très loin. Alors, La Ville fond, donc c'est un deuxième roman. Ouais. Alors, on s'est un petit peu concerté avant. On trahit jamais ces secrets-là normalement, mais là ce soir on va faire une exception. On s'est un peu concerté avant de démarrer la rencontre. Et on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on raconte un peu l'histoire, parce que si on raconte pas l'histoire, normalement on a horreur de ça, de raconter les histoires. On trouve que c'est tellement agréable pour la lectrice ou le lecteur de la découvrir, même si on en a parlé pendant une heure sans avoir aucune idée de ce dont ça parle. Mais on va faire quand même un petit effort. Ouais. Donc, La Ville fond parle d'un veuf, un veuf extrêmement ordinaire, qui a perdu sa femme il y a quelques années, qui donc vit dans une maison isolée, à l'écart de la ville, et qui, quasiment tous les jours, a une espèce de routine bien installée, où il prend l'autocar qui passe, où il y a un arrêt sur la route pas très loin de sa maison isolée néanmoins, et puis qui va à la ville pour le plus souvent acheter des médicaments dont il a absolument besoin. Et au départ, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. On va se dire, super, là on sent le grand roman d'aventure qui est en gestation. Le type descend à la ville en Le car génie pour émane. acheter, Le voilà, génie pour émane. acheter des médicaments. On prend son élan, on se dit, paf. Et puis effectivement, dès les premières pages, il y a quand même un marqueur qui apparaît et puis qui va plus nous quitter, qui est assez extraordinaire, qui va prendre plein de formes, mais qui dit en substance, à la fin de chaque paragraphe, ou presque, ou de chaque mini-chapitre, la ville fond, ou la ville est en train de fondre, ou la ville avait commencé à fondre, mais il ne le savait pas, ou il ne le savait pas au pluriel. Enfin, tout le monde, personne ne le sait, mais en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qui est absolument catastrophique. Mais alors, nous non plus, on n'en sait rien. On nous informe juste, et c'est la seule fois où un narrateur extra, Diégétique. voilà, nous dit exactement, voilà, il dit, suivez, il y a quelque chose qui se passe. Mais bon, lui, il veut aller prendre son car, donc comme d'habitude. Et puis là, ce jour-là, le car a des pneus crevés, plusieurs en plus, donc il n'y a pas assez de route de secours évidemment. Ouais. Donc c'est un peu la catastrophe parce que en revanche, la ville, elle n'est pas très très loin, mais elle est suffisamment loin pour que quand même y aller à pied, c'est pas un truc qui s'envisage comme ça, quoi. Hein. On apprend dans les méandres justement de ce petit début de narration que la route est assez sinueuse, peut-être même dangereuse. Il faut un conducteur de bus un peu entraîné hein, pour faire ça. Donc bon, le veuf il se dit bon, ils vont le réparer le bus. J'irai, tant pis demain. Après tout, je peux me passer pendant peut-être pendant une journée. Bon, puis voilà. Et à partir de ce petit socle, ça va partir dans tous les sens, dans plein de directions, mais dans un espace géographique dont je te demanderai de me Ouais. parler tout à l'heure, parce que c'est un espace géographique qui est limité, qui change sous nos yeux et sous celui du narrateur. Et une des choses incroyables, c'est que parfois le narrateur est surpris par les changements qui se produisent. Parfois, il n'est pas du tout surpris, alors que nous, on l'est, en disant, mais on nous a jamais parlé de ça. Pourquoi il en parle là tout à coup, comme si ça existait de toute éternité? Notamment des endroits extrêmement importants de ce microcosme, parce que là, on peut parler d'un Ouais. microcosme. Il y a un village, notamment. On en reparlera tout à l'heure du village, parce qu'il est assez énorme, même s'il est tout petit, enfin, je m'entends, avec très peu d'habitants, ou énormément d'habitants, ça dépend. Oui. Voilà, ça dépend. Une des choses qui va apparaître dans cette narration, et après je vais toucher mes limites, moi, pour raconter ce qui se passe exactement, c'est ça dépend des moments. Il y a des moments, le narrateur va entre sa maison isolée, la forêt qui l'entoure, le village, la ville, la route, le car, à qui il arrive aussi ses propres problèmes, ce car arrêté là sur l'asphalte avec ses roues crevées, mais à qui il peut arriver des choses bien pires que juste des roues crevées. Et il y a d'autres personnages qui vont jaillir peu à peu. Alors, je sais pas s'il faudra les situer ensuite géographiquement, mais des personnages incroyables, un boucher tripier, une cafetière, des pompiers, des policiers, pas mal de policiers, des chauffeurs de bus intérimaires, euh, des femmes de policiers, de pompiers, de villageois, un peu en colère. Enfin, il y a toutes sortes de personnages qui vont se manifester à certains moments, et
le narrateur là-dedans doit suivre son chemin, réussir finalement à aller acheter ses médicaments. Donc bon, quand on dit ça, après on va en parler, on se dit, c'est une quête, enfin c'est extraordinaire. Donc, un peu con aussi. C'est un peu con. C'est extraordinairement con peut-être. Mais... Ah non, c'est génial. Non, on a l'impression que c'est Super Mario qui doit aller acheter ses médicaments et combien de plateaux il va devoir franchir. On parlera de cette question de jeu vidéo parce qu'il y a vraiment un aspect qui est énorme dans la façon dont ça reboot régulièrement en fonction des performances du narrateur, même si qui juge les performances du narrateur, on ne sait pas. Donc, ouais, ça peut paraître un peu bizarre quand on le raconte comme ça, et pourtant, je vais le dire quand même, c'est un grand roman d'aventure qui se passe dans un mouchoir de poche. Donc, tu vas peut-être nous parler de ce mouchoir de poche. Ok. Donc, en effet, pour essayer de resituer un peu l'environnement, donc c'est disons, un environnement de campagne, en fait, de périphérie, mais c'est pas de la périphérie urbaine, c'est une vraie périphérie champêtre, si je puis dire. Donc avec en effet Bram qui habite dans une maison isolée qui est une sorte de hameau, avec le village qui est pas trop loin, qui est donc un village un peu déserté, type ce qu'on peut voir actuellement quand on emprunte la nationale. J'aime l'euphémisme de ce un peu déserté. Un peu déserté. Il y a 2 personnes, mais donc du coup c'est déserté, mais pas à fond quoi. Et donc en effet il y a une ferme qui est aussi un peu plus loin et qu'on découvrira plus tard, et il y a la ville qui est à une distance qui semble proche et en même temps extrêmement lointaine. Et donc il n'y a pas de définition kilométrique de l'environnement dans lequel tout se passe. Donc on a en même temps l'impression que, comme tu dis, c'est un mouchoir de poche, et en même temps que toutes les distances sont complètement interminables. Pardon, voilà, interminables. Donc du coup, ça permet aussi de créer des effets de distance pour moi aussi créer de la substance, parce que si je définis trop le kilométrage, disons, qui sépare les choses, fatalement il y a des trucs qui peuvent pas marcher. Donc voilà l'environnement. Et en effet, le personnage principal, donc qui est un veuf qui s'appelle Bram, et donc qui est le seul personnage à avoir un nom, va faire la même course toutes les semaines. Mais ça, c'était l'environnement. Pour ceux qui écoutent, je faisais un rond avec mes mains. Comment dire, donc Bram fait la même course toutes les semaines, en effet, acheter ses médicaments pour une maladie qu'on ne connaît pas. On sait seulement que c'est une maladie qui est différente de celle qu'avait sa femme, et pour lequel il faisait déjà des trajets en ville pour acheter des médicaments. Donc voilà l'environnement. Du coup, où est-ce que tu veux que je continue ensuite? Moi, une des choses que je trouve très chouette, très surprenante, et qui crée justement cette espèce au bout d'un moment, de suspense un peu extraterrestre, parce que franchement, sur des prémices pareilles, si on vous dit ça va être un immense roman d'aventure qui va se déployer, vous dites non mais allez, vous rigolez là, type le bus a les pneus crevés, mon dieu. Et pourtant si. Et une des caractéristiques, donc on va parler des protagonistes, justement des gens qui naissent, mais une des choses moi qui m'a frappé très vite, donc c'est ce côté, deux choses, pardon, ce côté lancinant qui rythme tout le roman de La Villefond et sous ses différentes variations, cet avertissement, ce rappel, cette menace, on ne sait pas exactement quel est le statut de cette phrase à géométrie variable, mais qui revient avec une régularité imperturbable pour dire non mais les gars, ça craint, il y a vraiment quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. On en lira peut-être un petit je vais juste la lire comme ça. Bon, un des exemples, par exemple, donc c'est une fin de paragraphe. La ville apparaissait minuscule au loin, semblable à elle-même. Pourtant, depuis que la ville fondait, bien des choses avaient changé. Bram n'en savait rien encore. En gros, c'est que des variations de cette phrase-là. Sur toujours ces deux aspects. La ville est en train de fondre. On ne sait pas depuis quand. On sait que c'est depuis pas longtemps. Et puis Bram n'est pas au courant. Et on ne dit jamais évidemment ce que ça implique. Mais ça pèse de tout son poids de mystère en fait sur ces choses apparemment anodines. Alors, dès les premières, pas les premières pages, mais juste après, c'est ce que tu disais par rapport à cet espace géographique, effectivement, qui ne va plus être arpenté presque que à pied. Donc, qui ramène tout à une dimension extrêmement humaine. C'est que le bus est indisponible. C'était le seul truc, finalement, qui permettait de raccourcir l'espace et là, maintenant, ce petit sentier de forêt qui va jusqu'au village, c'est sans doute pas très loin. Mais dans la perception qui peut dépendre du moment, qui peut dépendre de l'humeur, qui peut dépendre de ce qui lui arrive à Bram, parfois on se dit, mais attends, je comprends pas, là à un moment il lui faut 20 minutes en marchant doucement pour arriver au village, puis là il lui faut 3 jours. Qu'est-ce qui s'est passé ?
il y a cette géographie subjective Ouais. qui se met en place. Donc est-ce que ça, tu nous en dirais un petit mot? Ouais. Alors du coup, je vais commencer par revenir sur le caractère roman d'aventure, qui pour moi est complètement assumé. Et, enfin, pour moi, c'est aussi un roman d'aventure. J'ai voulu l'écrire comme ça. Et en fait, je me disais justement, euh, parce que c'est parti d'un bouquin de Hoffman que j'ai lu, Les Élixirs du Diable, dans lequel, bah, en fait, il faisait un trajet. Alors, bon, je sais plus parce que j'ai un peu oublié, j'ai pas une très bonne mémoire des livres, mais en gros, il faisait un trajet peut-être de l'Allemagne jusqu'à l'Italie. Et en fait, dans ce trajet-là, il lui arrivait des tonnes d'aventures. Parce que, enfin, c'est un exemple parmi d'autres de en fait l'aventure où tu avances je sais pas, en carriole et en fait tu te fais dans la forêt, tu te fais attaquer par 10 000 bandits et en fait finalement même des courses, genre juste envoyer quelqu'un faire une commission aux dignitaires ou j'en sais rien, peut créer une vraie aventure avec de multiples rebondissements. Et je me disais comment est-ce qu'on peut faire pour que actuellement on fasse un roman du même type, c'est-à-dire avec des tonnes de rebondissements, en ayant un espace qui soit finalement assez réduit. Parce que j'ai l'impression que pour faire des romans d'aventure dans la littérature contemporaine, il faut forcément faire genre 30 000 fois le tour du monde et puis aller dans tous les sens et exploiter tous les possibles envisageables. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire là, on a un roman d'aventure où il se passe plein de choses, où on rencontre plein de personnages secondaires, etc. Et moi, je me disais, bon, j'ai pas un caractère hyper globetrotter et je connais pas et ça me parle pas et voilà. Et donc je me disais, comment est-ce que je vais faire pour faire tenir un roman d'aventure où il se passe plein de péripéties où le personnage principal enfin, est confronté à plein d'obstacles dans un environnement qui est alors mineur, non seulement dans le sens c'est tout est proche, mais aussi dans le sens c'est un environnement apprivoisé. C'est un environnement où nous, en tant qu'être de 2017, on se dit pas oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver comme aventure à côté de ce petit bosquet, tandis qu'il y a, je sais pas, tel bled à la con avec un nom en 3 mots juste à côté, à mon avis, je suis en grand danger. Ça arrive jamais. Enfin, Alors, c'est une des choses qui est maniée à la perfection, et ça c'est typique pour le village par exemple, parce que le village, bon, dans sa forme première, je dirais, parce que le village, comme le reste, il peut être un peu mutant, mais dans sa forme première, où il y a effectivement juste ce qui reste au village, on va le dire quand même, c'est un boucher-tripier et une cafetière. une cafetière, c'est pas juste l'objet. Non, non, une cafetière, pardon, excusez-moi. Une barwoman, quoi, si on peut dire. Et donc, c'est un Alors, village. j'imagine, il y aura juste une cafetière et les gens sont obsédés par cette cafetière. Non, mais c'est un village qui réduit à sa plus simple expression. Et lui, effectivement, il peut absolument à aucun moment être ni mystérieux ni menaçant, normalement. Oui, c'est ça. Alors que la forêt, c'est un peu différent, parce que la forêt, elle a effectivement le côté, au début, la forêt, voilà, c'est celle que tu décris, Ouais. elle a rien de mystérieux. On croirait qu'il y a un parcours de santé qui a été aménagé quasiment, enfin, presque. Enfin, Oui, franchement, oui, c'est oui. tranquille, il est top, il y a des petits panneaux, enfin, c'est sympa, c'est la petite forêt, quoi, là, des environs, effectivement, de la grande ville. Et puis à d'autres moments, la forêt, il suffit de pas grand-chose, hein, une lumière qui a changé, de la journée qui est pas la même, la préoccupation peut-être du personnage qui est plus la même. Et la forêt, elle reprend ses côtés, la vieille forêt hercynienne d'Europe centrale où il y a des trucs qui rôdent. Enfin, Bah, c'est magnifique ça. disons que la forêt, pour le coup, qui est dans ce petit environnement, c'est un des seuls environnements où, enfin, qui possède à la fois ces deux caractères, je trouve encore actuellement. En effet, il y a à la fois les sentiers balisés, avec parfois des parcours de santé même, pour pouvoir voilà, se muscler un petit peu en déambulant la forêt. Et donc c'est une tentative d'apprivoisement de aussi cet espace qui semble un peu sauvage. Et donc en même temps, il y a en effet tout l'imaginaire qu'on hérite aussi des contes et des choses comme ça, avec les bêtes qui rôdent. Bon, et aujourd'hui, enfin dans la ville fond, c'est pas des bêtes, c'est plutôt des sortes de maniaques un peu pervers, chelous, qui rôdent et qui font leurs trucs bizarres dans la forêt, quoi. Mais en fait, c'est exploiter ça. Et je suis pas hyper fin dans mon utilisation comment dire, des idées reçues. C'est qu'en fait, la forêt elle devient bizarre la nuit. Mais en fait, le jour, elle est plutôt. Enfin, c'est ça, Bram, il va s'y promener. Donc en fait, c'est un truc assez classique de dire, voilà, à partir de minuit, les bêtes commencent. Mais en même temps, c'est un truc. Enfin, dans la ville fond, Il y a des effets de contamination. oui, c'est ça. Et en fait, les lieux ne sont pas forcément hostiles en eux-mêmes, ils sont hostiles par rapport à ce qui peut s'y passer. Bon, je vais prendre l'exemple du village. En effet, au départ, le village, il y a juste donc un boucher et une cafetière qui n'est pas l'objet, mais une personne physique. Euh,
Et en fait, donc ils sont, voilà, c'est des commerces habituels et il s'y passe que des choses habituelles. Euh, Au fil de l'aventure de Bram, ce village va changer et une fois suivante où il va s'y rendre, les deux personnages-là n'existeront plus, mais le village sera entièrement peuplé de policiers. Et des policiers qui sont pas seulement là pour faire exercer l'ordre, mais des policiers qui sont là pour faire toutes les, disons, les fonctions habituelles d'un village, enfin pour entretenir un village. Donc en gros, il n'y a plus le boucher, mais il y a un policier boucher. Et il n'y a plus la cafetière, mais il y a un policier cafetière. Voilà. Cafetier. Cafetier. Ouais. Et donc du coup, tous les policiers peuplent le truc. Et donc en fait, ce qui rend le village bizarre et peut-être menaçant, c'est pas le village en lui-même, c'est la façon dont il est peuplé. Et la forêt, enfin disons que la forêt c'est différent parce que c'est pas de la façon dont elle est peuplée, mais en gros tous les lieux peuvent être déformés de façon différente et devenir d'objets anodins et pratiques ou en tout cas faciles d'accès à des endroits hostiles, menaçants, enfin voire qui peuvent atteindre à la vie des personnages principaux. Ce qui est le cas du village quand les policiers l'occupent, et ce qui n'est pas du tout le cas du village quand il y a uniquement le boucher et la baroume. Enfin, Quoiqu'un boucher, ça peut être louche. Hein. Enfin, oui, oui. Bah oui. Ouais, Mais enfin, donc, pardon, mais c'est vrai. donc voilà, du coup, il y a. Du coup, si j'essaie de refaire une boucle jusqu'à mon aventure, euh, du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est que il y ait des lieux qui soient prédéfinis. Au départ, comme voilà, je dis bon bah le village il est de telle manière, mais ensuite je me donne la liberté de pouvoir le déformer de toutes les façons possibles pour bah là en fait c'est bête, mais c'est juste que mon aventure elle puisse exister. Et du coup, je mets juste des méthodes et des codes en place pour que le village devienne propice à une aventure. Et s'il n'est pas propice à l'aventure en ayant uniquement un boucher et une veuve serveuse, et ben du coup il faut que je le modifie pour faire en sorte qu'il le devienne, en mettant là en l'occurrence des tas de policiers. Mais bon, j'aurais pu mettre des dragons et ça aurait été un super roman d'heroic fantasy sans doute. Voilà. Mais du coup voilà ma manière de faire, c'est de déformer les lieux donnés, soit de manière disons temporelle en faisant en sorte qu'ils soient enfin qu'on les prenne à des moments différents de leur existence, ou alors en les déformant de manière pratique, en les peuplant ou en les peuplant de personnes différentes ou en les déstructurant quoi. Voilà. Et là, ça crée juste pour finir, et là, ça crée une bizarrerie dans l'appréciation du personnage principal qui se dit ah ouais, mais là, c'est pas comme ça que je connais le truc. Et comment est-ce que je m'adapte et comment est-ce que je fais. Et pour moi, les romans d'aventure, c'est aussi surtout des romans d'adaptation où en fait, on essaye d'appréhender les dangers, de les connaître et de pouvoir réagir au mieux pour se défendre ou les éviter, les contourner, etc. Ouais. Alors, ça, je vais y revenir dans un instant parce que c'est vraiment une des choses qui frappe avec ce personnage dont je rappelle hein, volontairement l'extrême banalité initiale, mais qui va effectivement se transformer sous nos yeux, d'abord complètement incrédule, quoi, une espèce d'aventurier, parce que sur cet espace normalement qu'il connaît, qui est balisé, qu'il connaît comme le fond de sa poche, c'est minuscule, enfin c'est pas très grand, minuscule, faut pas exagérer, mais c'est pas très grand. Et avec ce jeu de variations temporelles, il se met à foisonner cet environnement et donc il a des espèces de nouveaux défis tous les jours. C'est-à-dire qu'une chose qu'il voulait faire s'est révélée impossible, pour des raisons à la fois banales, c'était trop loin, ou il s'est tordu la cheville, enfin, et puis pour des raisons qui, au fil de l'eau, deviennent de moins en moins banales, de plus en plus extraordinaires, mais avec un effet d'accoutumance, mais qui vient quand même alors d'une chose qui peut apparaître, et je sais pas moi si ce sont des boucles temporelles, mais en tout cas des répétitions de défis. C'est-à-dire que le personnage, voilà, il devait aller au village pour faire quelque chose, et puis il n'a pas pu, il a été empêché, il a rencontré un obstacle, il recommence le lendemain, et il a réfléchi à comment vaincre l'obstacle qu'il avait affronté la veille. Manque de bol, c'est plus le même obstacle, c'est autre chose. Et il y a vraiment là un aspect, alors je trouve moi, qui est une espèce de culture du jeu vidéo qui est à l'œuvre, qui est sur la façon dont on aborde un nouveau tableau. Enfin, ouais. Non, bah, je suis tout à fait d'accord. Disons que l'erreur initiale de Bram et qui fait que le livre existe, c'est qu'en fait, ce qu'il connaît, c'est le bus. C'est-à-dire, en fait, il connaît le trajet de chez lui jusqu'à l'arrêt de bus et il connaît le trajet en bus et ensuite, disons, enfin, le trajet en bus qui l'emmène jusque dans la ville. Et en fait, sans ce bus, tout ce qui le sépare de l'arrêt de bus jusqu'à la ville, en fait, lui est complètement inconnu. Et en fait, il pêche parce qu'il s'est reposé sur un outil
qui aujourd'hui lui est enlevé et avec lequel il doit s'adapter. Du coup. Donc là pour ça. Donc disons que c'est finalement moins la démarche de Bram d'aller chercher un médicament qui crée l'aventure, c'est plutôt le fait que son outil habituel pour s'y rendre n'existe plus. Et donc c'est là qu'il doit, il doit s'adapter. Et ensuite, en effet, là ça rejoint, ce que tu viens de dire, ça rejoint le fait de créer une aventure dans un espace qui est très serré. C'est qu'en fait, il n'y a pas tant de possibilités que ça pour que dans un espace qui est apprivoisé mais pas trop, il puisse exister réellement une aventure. En tout cas, c'est mon expérience en écrivant le livre, c'est que je pense que si je l'avais écrit de manière honnête, il aurait fait peut-être 150 pages de moins. Parce qu'en fait, il y a toujours un moyen. Si on veut passer par là, il y a toujours un moyen, et au fond, juste marcher, et tu t'y prends, et tu pars à 7h le matin, et à 19h le soir, tu es arrivé en ville, et voilà, t'en fais pas une histoire. Quoi. Mais là, il y a un côté remarquablement vicieux en tant que Oui, romancier, oui. c'est que chacune de ces solutions naturelles qui se présentent, tu trouves un moyen de la rendre caduque ou inopérante. Quoi. D'où le fait d'être vicieux. Mais je suis vicieux non pas en faisant intervenir en faisant intervenir soit des choses complètement disons horribles ou des choses qui mettent vraiment un terme, genre quelqu'un qui vraiment s'en prend à lui de manière obstinée et extrêmement violente. Je le fais en perturbant complètement la réalité dans laquelle il se trouve. Ce qui est encore pire, puisque du coup je lui fais perdre non seulement une partie de son avancée, mais en plus la plupart de ses repères. Mais en fait, pour moi, je l'avoue, c'est une béquille pour juste lui permettre de vivre d'autres choses. Tu vois. Et en fait, dès qu'on commence à rentrer dans l'ordre du plausible ou de l'ordre du vraisemblable, en fait, ça fonctionne pas. C'est-à-dire que à mes yeux, c'est un livre où on doit forcément se laisser aller à accepter que les choses soient telles qu'on nous dit qu'elles sont. Et si on commence d'emblée à dire ah mais non mais ça c'est pas possible ou ah non ça c'est pas vraisemblable, en fait le livre n'a aucun sens. Et on est obligé d'aller contre cette barrière vraiment de la vraisemblance. Mais sur ça, je trouve que le personnage nous guide lui-même parce que lui-même est traversé tout le long de doutes et d'acceptation. C'est-à-dire qu'il est complètement ambigu parce qu'il y a des choses extraordinaires qui, si c'était un autre roman, on dirait non mais ça c'est pas possible. Et le personnage, ça lui arrive de se dire non mais là je dois me tromper ou je dois pas faire confiance à mes sens. Ou j'ai peut-être bu quelque chose, parce que ça c'est pas possible. Et à d'autres moments, au contraire, il accepte avec une certaine bonhomie en fait des choses qui à nous lecteurs nous paraissent non mais c'est pas possible quoi. Et l'ambiguïté de ce personnage qui fait qu'en fait son adaptation est ni naturelle ni fatale. Ouais. Elle est extrêmement dépendante de plein de petits facteurs. Parfois il s'adapte bien par rapport au flottement. Ouais. Parfois, il s'adapte, on a pitié pour lui, quand il se dit mais fais pas ça, et il a quand même... Pour moi, c'était très important que le lecteur, surtout, n'ait pas une vision surplombante sur le personnage. Parce que sinon, il aurait été constamment dans cette posture de jugement, qui en fait fait juste passer Bram pour un héros complètement antipathique. Non pas un anti-héros, mais juste un débile, quoi. Après, il est pas super sympathique. Ouais, il est quand même un peu sympa. Il est quand même sympa. Attends, bon, par exemple, à un moment... Moi, je le trouve pas super sympa. À un moment, ils sont dans la merde, on peut le dire, avec le chauffeur, puisque le bus est en cendres. Le bus a pris feu et il est en cendres. Et donc, du coup, Bram, déjà, héberge le chauffeur, ce qui est quand même sympa. Pour moi, ce qui est une marque de sympathie. Ça c'est vrai. Mais en plus, doublement de ça, ils se mettent tous les deux en quête d'aller vers la ville, donc ce qui est doublement sympa. Et en plus, ils construisent. Donc Bram a une bicyclette qui retape à deux, parce que le chauffeur a aussi quelques compétences en menuiserie, ce qui est appréciable. Et ils construisent une petite carriole derrière la bicyclette pour que, comme ils sont deux. Et Bram, alors il est sympa, mais il faut pas non plus abuser. Donc Bram accepte de pédaler avec le chauffeur derrière lui dans la petite caisse en bois là, mais en même temps il n'a pas non plus pour vocation de faire tout le taf lui-même et de pédaler tout le temps. Mais il est quand même
sympa. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, il est quand même sympa. Non, mais c'est il est vrai, quand même d'accord. sympa. Bon, Oui, d'accord. mais il est pas naïf. Il est très émouvant quand il cherche, et là je vais faire un énorme spoiler, mais j'avais envie de le faire, quand il cherche la tombe de la cafetière dans la forêt. Là, quand même, il est extrêmement émouvant. Mais oui, quoi, tu vois, franchement. il est sympa. Bah oui. Bon, bah voilà, il est sympa. Il est Non, sympa. mais du coup, c'est un personnage qui, à mes yeux, doit être quand même Est-ce qu'il est existant, Bram? inexistant. Mais non, je veux dire, Bram, il est partout. Qu'est-ce qu'il En faut même pour temps, il fait entendre? rien. Sors immédiatement! Il fait rien. C'est un pantin vide, il n'existe pas. Je suis dégoûté que vous puissiez dire ça. Je suis dégoûté. Je suis Non, dégoûté, non, tout non, mon non, travail. Non, ça, le truc qui est fait moi, je suis avant, pas c'est- d'accord. Tout mon travail aurait dit à Je suis néant pas par d'accord. quelques phrases. Ce n'est pas un pantin vide. Non, du coup, Non. Mais c'est quoi la relation entre Bram et le chauffeur? Parce que finalement. le c'est une chauffeur, relation d'amitié. Non. Ou pure Il se amitié. sert du chauffeur. En Hein? permanence. Il se sert du chauffeur en permanence. Oui. Bram tout seul, c'est rien. Mais Bram c'est une tout seul, il meurt, quoi. C'est une relation amicale à. Dès qu'il est tout seul, il fait n'importe quoi. Enfin, Mais c'est une relation amicale, tu Il vois. n'est pas toujours très affûté dans ses choix. Pas parallèle. Ouais. Tu vois. Enfin, comment dire. asymétrique. Oui, c'est ça, asymétrique. Donc en gros, lui, il a l'impression que c'est vraiment son pote, mais le chauffeur, il a pas tellement l'impression que c'est son pote. Tu vois ce que je veux Il dire? n'est pas conscient du fait de s'en servir. Non, le chauffeur a pas la Mais là, conscience ouais. d'être utile du. Bon, bref. Trop Mais non. trop précis. Je te le dis, Ou non. alors Benoît. sinon on se met à parler du fermier. Hein, et là, Ah oui, attention. bah, Hein. avec les cochons. Voilà. Euh, Les fermiers, les cochons, le fusil, le tracteur, la benne, enfin tout ça. Hein, et là, Donc, ce que je voulais dire, avant de dire non seulement que Bram était sympa, c'est que il est comment dire. Voilà, je voulais pas qu'il y ait une vision surplombante qui nous le fasse passer pour quelqu'un justement d'antipathique. Donc, et là, j'ai réussi à démontrer par A plus B qu'il est sympa. Donc voilà, donc fatalement il l'est. Mais surtout, c'était pas très sympa. ok. Coupe immédiatement cet enregistrement, il va se passer des choses sales. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc, il n'y ait pas en tout cas de vision surplombante qui nous fasse, nous, en tant que lecteurs, poser un jugement. Le seul jugement qu'on a en tant que lecteur, c'est qu'on sait que la ville fond, et donc que ça entraîne des conséquences négatives, je dirais, parce qu'elles sont d'ordre très varié, mais des conséquences négatives sur l'environnement dans lequel évolue Bram. Voilà, ça c'est truc important. Mais en fait, en tant que lecteur, cette donnée, on peut rien en faire. Parce on sait que la ville fond, on sait qu'il y a un truc terrible qui est en train d'arriver, on sait que ce truc terrible peut potentiellement atteindre le personnage principal de l'aventure qu'on est en train de lire, mais en même temps, on est complètement impuissant face à ça. On ne sait pas sous quelle forme. Voilà, Donc, c'est ça. On ne sait pas à quoi ça ressemble. On sait Même pas si ce on que ça voulait veut dire. l'aider, on pourrait pas. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, je voulais que le lecteur soit à la hauteur de la compréhension de Bram. Et ce qui fait que ça aide aussi quand il y a des choses qui sont perturbantes, soit justement le village qui d'une fois sur l'autre n'est plus du tout le même, ou les routes qui sont comme distordues, ou les personnages qui agissent de manière incompréhensible. Je voulais que on ressente en tant que lecteur alors soit comme tu dis, cette espèce de bonhomie qui fait adhérer aux choses sans se poser de questions, soit cette espèce de scepticisme, juste de dire mais c'est quand même un petit peu bizarre ce que je suis en train de voir, mais qui en fait va pas au-delà de ça, parce que Bram c'est pas quelqu'un de hyper intelligent, et donc fatalement il peut, en fait Bram peut pas tirer de conséquences, il peut rien dire quoi, tu vois, et on a juste un personnage qui est qui est obligé de se laisser faire, parce qu'en même temps il a pas de, je vais dire le mot, il n'a pas de fonction. Sa seule fonction, c'est de permettre à l'histoire d'exister. Mais en fait, En même temps, c'est fondamental. qu'il n'ait pas de fonction ou Qu'il la fonction que l'histoire existe, c'est quand même. Ah, c'est fondamental, mais pas dans l'histoire. Tout le monde se Non. fout qu'il y ait une histoire qui existe dans l'univers dans lequel il est, tu vois. Bien sûr. Genre, je veux dire, si le fermier, on lui disait, oui, mais toi, ton taf de t'occuper de tous les champs, c'est sympa, mais tu sais, Bram, c'est le personnage principal d'une histoire qui est un mec Ah, mais là, qui n'existe pas et en train d'exister. Mais là, c'est méta complètement, et là, Puis là, on serait dans du pirandello. nos cerveaux seraient en train d'exploser devant la métatextualité de mon projet. Mais en bref, du coup, dans l'univers, disons, dont ce personnage n'a qu'une fonction, c'est de faire un trajet jusqu'à la ville grâce au bus. Voilà, ça c'est sa seule fonction, et de faire ça en aller-retour. Et c'est tout. Il sert à rien dans l'environnement. Il n'a pas de fonction sociale. Il a une fonction qui est pas sociale, hein, je suis bien d'accord, mais qui est une fonction qui va un peu au-delà de la justification de la narration, qui est une espèce d'énergie propre qui est de l'ordre de l'obstination et de la capacité à absorber la répétition. Parce que face à ce à quoi il est confronté, et notamment au fait que quand il y a un truc qui a raté, il se retrouve quand même assez régulièrement renvoyé au début du tableau
et puis à devoir reprendre, je suis désolé, je fais les gestes, mais tu vois, devoir se retaper, Ouais. putain, encore tous les policiers, comment je vais encore m'échapper du cachot. Ouais. Et il le fait avec beaucoup d'obstination. C'est-à-dire qu'il se démonte pas, en fait. Alors qu'au départ, il est quand même, oui, d'une fadeur incroyable, ce personnage. Et pourtant, dans l'adversité, parce que c'est l'adversité, hein, eh ben, à chaque fois, il trouve une espèce de ressort pour accepter de recommencer. Donc oui, il a un côté Super Mario, tu vois. Enfin, Ouais, non, mais totalement. Et mais disons qu'il a ce truc finalement des personnages de romans d'aventure qui se construisent au fil des aventures enfin des obstacles auxquels ils sont confrontés. Et en cela, bah, ça pourrait rejoindre les jeux vidéo où bah tu gagnes de l'expérience et alors bon, là c'est pas un RPG donc il peut pas modifier son armement et voilà, mais en tout cas il gagne une expérience qui lui permet quand il bute sur quelque chose. Alors quand il bute, c'est parfois pas lui directement, c'est parfois les personnes avec qui il est. Et donc là, on dit, bah, je sais pas, par exemple, tous les personnages meurent. Bon, bah là, il y a clairement un obstacle, puisque, hein, voilà, fatalement. Et pour autant, ça s'arrête pas là. Donc en fait, il gagne l'expérience de cet échec et il essaie de la exploiter d'une manière différente, en sachant que Bram n'est pas non plus, comme je l'ai dit juste avant, un personnage extrêmement intelligent, et donc il exploite un peu avec ses propres moyens. Donc en fait, c'est de manière pas hyper terrible, quoi. Mais malgré tout, il a quand même la connaissance que, disons, dans cette direction-là, ça marche pas, donc il faut en prendre une autre. Et il essaye malgré lui, il essaye d'orienter le mouvement pour que ça prenne une direction différente. Et ce livre, c'est finalement que ça, c'est tenter d'aller quelque part, se rendre compte que c'est impossible par les moyens qu'on a utilisés ou dans la direction qu'on a utilisée, mais ne pas abandonner pour autant et retenter notre chance d'une manière différente. Ce qui est en effet en même temps, c'est pas du tout un livre dont on est le héros parce que il n'y a pas arrivé au terme du bouquin, il n'y a pas qu'une issue. C'est-à-dire que on arrive au terme du livre, mais on se dit pas j'ai vécu mon propre chemin. Enfin, je suis en train de complètement m'embrouiller dans ce que je veux dire et du coup parce que j'ai pas prévu à là où je voulais arriver. De toute façon, c'est fatal par dans rapport à un livre dont vous êtes le héros, si je peux me permettre, Ouais, les dés sont quand même sévèrement pipés. Hein. Oui. Non, oui. Mais là aussi. Mais non, mais justement, là, je trouve qu'il il a pas, il peut pas faire ce qu'il veut, le pauvre. Enfin, Mais non, parce que c'est la mécanique du récit. En fait, quand on arrive à la fin du livre, c'est plus qu'on arrive à l'épuisement des possibilités du récit. En fait, c'est plus un truc comme ça. Oui et non. Et alors, ouverture. Oui, fatalement. D'une certaine manière. Oui, l'épuisement de ce que moi j'ai. Voilà. Enfin, ce qui est aussi supportable, disons, à la lecture. Voilà, parce qu'en soi. 5000 pages, je veux dire, mais bon, Oui, non, mais c'est voilà. ça. Non, mais en soi, c'est de toute façon, à partir du moment enfin, je dis où on part du principe que comment dire, toutes les possibilités d'une aventure sont envisageables dans un même livre, de toute façon, c'est quasiment infini. Et en fait, il peut y avoir, vraiment une infinité de possibles. Donc, c'est quand même, pour moi, moi, j'ai été obligé de me restreindre à un certain champ, qui est en fait une sorte de champ un peu bizarroïde, puisque c'est une champ du plausible dans un truc invraisemblable. Donc en gros, ça reste dans une marge, mais en même temps, je veux dire, cette marge, j'aurais pu complètement l'éclater, et j'aurais pu faire un livre qui part juste dans tous les sens, mais ce qui n'était pas non plus le projet, parce que j'ai quand même un peu d'affection pour Bram, qui est un personnage sympa, et j'ai quand même envie qu'il arrive au bout de son aventure. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que je lui épargne un plus long calvaire en réduisant le truc à 200 pages. Oui, mais je pense. Alors, moi, ça m'a beaucoup fait penser aussi, et je pense que c'est assez naturel à un film, qui est Grand Dog Day en anglais, donc Un jour sans fin, Ouais. où il y a effectivement cette question où il y a un obstacle qui se présente, et le héros du film ne sait jamais en direct, mais que le lendemain, de toute façon, ça va recommencer. Donc, effectivement, en tant que spectateur, quand on a pour la, je sais plus combien, 32e ou 33e fois la scène du réveil, il y a en même temps une espèce de tension nerveuse chez les spectateurs, mais il y a une espèce d'admiration pour voir comment le personnage va essayer de retenir suffisamment de choses de la veille pour s'attaquer au suivant. Et il y a vraiment ce côté chez Bram, c'est que oui, il essaye des choses, il est pas très malin en effet, donc il se prend assez régulièrement le mur dans la figure, mais quand le lendemain il se réveille, même sous forme métaphorique, mais quand il reprend la chose et qu'il se dit bon, il faut que je fasse autre chose parce que ça n'a pas marché, là il y a aussi cette chose magique, c'est que l'environnement a pu changer. Oui.
La grosse, je dirais, dans Un jour sans fin, une grosse différence, c'est que le, euh, il sait à la fin de sa journée qu'il va. Enfin, au début, il le sait pas. Et au bout d'un moment, il comprend qu'en fait, il va revivre toujours la même journée. Donc, en fait, il a une connaissance. Il apprivoise justement un espace donné. Un espace donné à la fois en nombre de personnages. Euh, il exploite aussi son espace donné sur les possibles, parce qu'il tente de se suicider à plusieurs reprises et il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Ce qui d'ailleurs est la seule différence avec le fait que la journée s'achève normalement, c'est le fait qu'il meurt. Il recommence même s'il se suicide, genre disons à 10h du matin, et ben en fait il va recommencer la journée. Donc c'est intéressant. Il manque 8 heures. Il manque 8 heures dans cette journée. Euh, donc là, il a la connaissance préalable de la journée qui va arriver ensuite, même s'il n'a pas de connaissance de la quête qu'il doit mener. Même si nous, après, on se dit, oui, ok, c'est une histoire d'amour, donc bon, il va essayer de la séduire, mais de manière honnête et sincère, et pas juste en utilisant ces petites ristournes, quoi. Dans La Ville-Fond, il n'y a pas ça. Dans La Ville-Fond, Bram, déjà, ne sait... Enfin, en fait, je crois qu'il comprend pas vraiment ce qui se passe. Il comprend pas qu'il revient en arrière. Pas toujours, en tout cas. Et surtout, il ne sait pas quand est-ce que ça va revenir en arrière, et il ne sait pas comment les choses vont être quand ça va revenir en arrière. Donc, en fait, il ne peut se baser presque sur rien. Uniquement sur le fait qu'il reconnaît à peu près l'endroit, il reconnaît à peu près les gens. Mais même encore ça, c'est parfois remis en question. À peu près par moment. Voilà. Par exemple, bah voilà, il y a donc le chauffeur du bus qui est en fait la seule personne dans le livre capable de conduire le bus. C'est un truc, je le mets pas comme ça, mais en gros c'est ça. Bon, à un moment il y a un flic qui essaye de faire chauffeur de bus sous la contrainte du maire qui contrôle tous les flics et qui veut se rendre en ville et qui dit toi va conduire le bus pour et qui a le fusil et qui est... Non, c'est un autre flic qui a le fusil, mais le maire c'est le maire donc il a l'autorité. Et en fait le flic se retrouve complètement inadapté. Et du coup, il se fait tuer. Et le truc, c'est que là, il y a comment dire, ce personnage. Enfin, on pourrait croire que les personnages sont interchangeables et que du coup, ils pourraient avoir prendre chacun les rôles des uns et des autres, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Et donc, si on n'utilise pas comme je pourrais dire, une configuration précise des personnages, en fait, il y a de toute façon des aventures qui ne peuvent pas exister. C'est-à-dire que si d'emblée par exemple, le personnage du chauffeur ne conduit pas le bus, il y a à peu près 99% de chances que ça merde. Voilà. Bon, ça, c'est un gros spoiler, parce que du coup, maintenant, vous allez croire à rien de ce qui se passe jusqu'à ce que le chauffeur soit réellement en train de conduire le bus. Mais, en gros, dans l'idée, c'est à peu près ça. Même avec cette monstrueuse information que tu as donnée, on saura que ça risque de mal se passer, mais la façon dont ça se passe mal et tout, ça reste de toute façon captivante. Hein, voilà, parce que c'est ça qui est magnifique, c'est que le nombre de voies sans issue que va explorer Bram en fait au long de ces 200 pages est énorme, mais chacun de ces échecs est réjouissant. Est-ce que réjouissant est le bon mot? Mais oui, toi tu l'aimes pas, donc évidemment ça fait plaisir. Non, moi je suis peiné pour lui. Non, mais intéressant aussi. La manière dont il échoue, oui, à chaque fois est super intéressante. Enfin, franchement, hein, parce que il y a des trucs inattendus. Enfin, on se dit non mais et il n'y a pas de surplomb avec ça, c'est qu'on est un peu avec lui dans la espèce de tranchée, quelle qu'en soit sa nature, en train de se dire, bon, et là, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Puis bon, on a effectivement parfois le même réflexe que lui, parce qu'on n'est pas tous non plus très malins, hein, faut pas... Et hop! Et, ah non, ça c'était l'erreur, voilà. Mais, ouais. Et c'est vachement bien, je trouve, parce que oui, il y a ce côté, on a envie quand même qu'il s'en sorte. Quoi. Mais tu vois, par exemple, bon, pour revenir aux jeux vidéo, bah en fait, c'est un mécanisme dans les jeux vidéo qui est quasiment omniprésent. C'est-à-dire, bon là tu prenais l'exemple de Super Mario, bon bah Super Mario, en fait tu t'investis dans chaque Mario que tu utilises pour aller au bout du niveau. Et en fait, quand ton Mario tombe dans un trou ou se fait manger par une plante au bout de seulement genre 3 mètres que t'as fait, parce que t'es un débutant, et ben tu dis pas, putain, bah allez j'arrête. Tu vois, il y a un vrai, en tant que joueur, il y a une vraie notion de persévérance. Et donc tu tires les expériences de ce que tu as vécu, c'est-à-dire te faire manger par une plante, et tu dis là je ne me ferai plus manger par une plante. Et donc tu vas essayer de l'esquiver de la meilleure manière possible. Et ça, c'est un mécanisme qui est, enfin, en fait, qui est presque la base de la plupart des jeux vidéo, enfin même de tous, puisque en fait un jeu vidéo, je crois qu'il y en a un qui existe. Alors si quelqu'un dans la salle le connaît, je veux bien qu'il m'éclaire. Il y a un jeu vidéo
dont justement disons que la licence devient périmée à partir du moment où ton personnage meurt. Donc en fait, tu ne peux plus jouer à ce jeu vidéo parce qu'une fois que ton personnage est mort, et ben c'est foutu. Ou alors, des jeux vidéo qui ne veulent pas aller dans cet ordre extrême de frustration, type un jeu comme Dark Souls par exemple, c'est un jeu qui va juste mettre un niveau de difficulté extrêmement élevé et qui va te faire repartir de très loin pour que du coup tu t'abandonnes pas, mais que malgré tout le travail à faire pour refaire le chemin jusque là où tu étais soit vraiment difficile et qu'il y ait une vraie aventure. Dans Super Mario... Mais il me semblait que même sur une des versions de Diablo 2, par exemple, il y avait un mode comme ça. Oui, mode tout à fait. Si jamais tu merdes... Ouais, Non, mais Dark Souls, ils ont juste gardé le mode impossible et puis c'est tout. Non, mais dans Diablo 2, c'est vrai, c'est non, si ton dans perso se Diablo fait 2, tuer, il tu me perds semble qu'il y tout avait ton ça, équipement et ton perso repart à zéro avec que dalle. Donc en effet... Donc il y a de l'enjeu. Hein. Enfin, Donc là, il y a un gros enjeu, en effet. Et tandis que... Comment ? Il existe des jeux sans niveau. Sans niveau aucun ? Sans niveau aucun. Avec des fins plusieurs possibles sans niveau aucun. Bah, je vais écrire immédiatement un nouveau livre. Non, mais... Et ça s'intitule comment ? Heavy Rain. Ça me dit quelque chose, mais... Ah, mais c'est pas un jeu narratif. Avec, le Active Time Event, t'appuies sur carré. Ah ouais, super. mais ça c'est... Et, bon, c'était ambitieux comme truc. Hein. Mais- Mais c'est un peu un jeu narratif quand même. Comment ? C'est un peu un jeu narratif où il faut appuyer sur des boutons au moment où il faut et où il y a... Non ? Non. Ok. Bon bah je regarderai là. Mais... Oui. Mais du coup, comment dire... tandis que dans Super Mario par exemple, bah en fait le fait de revenir au début d'un niveau par exemple est très aisé. C'est-à-dire, ça, c'est un de d'ailleurs, c'est un des trucs dans certains jeux vidéo, par exemple dans Super Meat Boy, qui est un jeu pour mobile, où en fait presque l'instantanéité entre le moment où on meurt et le moment où on repart au début fait partie de l'intérêt du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de chargement et qu'en fait on tire une expérience du parcours qu'on a essayé d'effectuer pour atteindre la fin du niveau. Et on sait que fatalement il y a de grandes chances qu'on meure plein de fois et donc la mort fait partie du processus, du parcours pour pouvoir avancer. En l'occurrence, en littérature, bon, encore une fois, je suis prêt à croire qu'il y ait plein de gens très audacieux qui aient aussi fait des livres, et je ne les connais sans doute pas, où un personnage meurt et revient sans que sa mort soit justifiée d'une quelconque manière, et juste il revient. Enfin, je sais pas, peut-être que ça existe, mais ouais. Non, je sais pas, n'importe quoi, Le Vaillant Petit Tailleur de Éric Chevillard, enfin, qui reprend Ouais, par exemple. Et il meurt 50 000 fois, et voilà, il revient. Ouais. Mais sauf qu'il y a une... ouais. Mais il y a quand même, tu vois, un truc du... Non, c'est vrai. Non, mais, Parce que ça veut dire que mais, ce genre de mais livre- il est appuyé sur le substrat du conte. Enfin, Oui, bien Ouais, sûr, c'est voilà. ça, Mais c'est moi, ce ça. que je veux dire, c'est que ce genre de livre, c'est toujours métalittéraire, et contrairement à ce que tu dis, je pense que ton livre est profondément métalittéraire. Ah, mais tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à l'heure, tu disais non, je veux pas donner un truc. Mais non, mais c'est pour le vendre. Mais non, Ah, mais- évidemment, Mais non, évidemment, toi, t'es en train non, de mais- complètement niquer le mais- tout travail marketing de Par- mon éditeur depuis parce qu'il 3 mois. dissimule très très habilement justement son extrême métalitérarité dans une enveloppe d'aventure en fait au premier degré. Oui, bien sûr, Et c'est et une des jouissances, je pense que vraiment authentique hein, en tant que lectrice ou lecteur, c'est justement suivant le truc, c'est que tu as en même temps dans les mêmes 200 pages un vrai roman d'aventure drôle et excitant. Et en même temps, en permanence, justement, vraiment de l'aventure, son écriture. voilà, l'aventure de Oui. comment est-ce qu'on peut écrire un roman d'aventure en réalité. Mais C'est de- ça qui est Enfin, de extraordinaire. toute façon, je pars du principe que tout roman, c'est juste une manière de cacher habilement la méthode et le propos qu'on essaye de tenir. Bon, disons que le mien, c'est peut-être pas le plus habile, mais disons que j'essaie... En même temps, j'essaie pas non plus de camoufler le truc de manière hyper maligne. Bon, par exemple, pour avoir recours à tous les possibles imaginables, bah, je mets plein de billes en place. Le fait que Bram aille chercher des médicaments, ça peut sous-entendre qu'en fait il est malade et qu'il psychote et qu'il hallucine. Il y a à plusieurs moments des évocations de rêves, donc on peut se demander ah oui, est-ce qu'il n'est pas en fait vraiment dans son bus en train de rêver, machin truc. Il peut y avoir juste des effets d'hallucination, il peut y avoir des effets, je sais pas, de choc traumatique. Bref, en fait, à peu près toute la palette des trucs possibles pour qu'un récit ne soit pas réellement tel qu'on le présente, je le mets en jeu. Mais y compris justement avec les processus de réamorçage et de reset en fait régulier qu'il y a, on pourrait aussi se dire qu'en fait c'est le compte rendu d'une partie de jeu vidéo en fait avec un personnage de type plombier qui doit franchir les choses. Mais simplement c'est le compte rendu qui a été mis à plat en fait. Personnage de type plombier. j'aime bien. Ouais, c'est pour pas dire encore une fois Non, mais c'est Super hyper bien, Mario. mais Tu c'est vois. hyper bien.
Mais ça me fait penser à un bouquin. Enfin, pour moi, tu vois, c'est des questions de narration, en fait, vraiment. Il y a un livre de Philippe Hannock qui s'appelle Vidéo Plateau, et où en fait, bah, si Attention au spoiler, là, il faut pas le faire, il y a plein de gens qui l'ont pas lu. bah, en fait, je vais le faire, je suis désolé, je vais le faire. Moi, je couperai au Je vais le faire, montage. mais parce que c'est que en fait, en effet, il y a une logique narrative qui est dans le C'est texte magnifique, ce bouquin. et qui est hilarante, même sans savoir le point de référence, disons. Enfin, qui est un jeu vidéo. Mais en fait, cette logique narrative, bah, elle existe dans le jeu vidéo en question. Comment dire mais nous, quand on joue, bah, oh, mais dis donc, c'est vraiment hilarant et comment dire bizarroïde l'aventure qu'on est en train de faire. À part quand on enlève l'échelle du mec qui se noie dans la piscine, mais sinon, à part ça, c'est plutôt un truc. Ouais, ou quand on débouche les shots pour la 8e Voilà, fois c'est de ça. la journée. Oui, quoi. mais c'est pas hilarant, c'est même plutôt frustrant, tu vois. T'es là, oh, putain, mais génial ce personnage qui débouche tout le temps ses chiottes, c'est vraiment chiant. C'est En énorme. expérience de joueur, c'est nul, quoi. Mais pourtant, dans son bouquin, c'est cette même logique qui est exploitée. Et là, ça rend des situations hyper drôles. Et le livre est vraiment, enfin, je vous encourage à l'acheter et le lire. C'est vraiment, enfin, ou pas l'acheter, juste le lire. C'est vraiment très drôle. Ouais, C'est- achetez-le c'est- aussi. c'est vraiment hyper, enfin, et donc là, tu vois, c'est de la pure logique narrative où en gros, évidemment, c'est méta parce que c'est un point de référence qui est extérieur, mais en même temps, le livre marche de lui-même et les situations sont ironiques ou humoristiques en elles-mêmes. Oui, ça, je sais que c'est métal, enfin, dans le sens, pour moi, il y a une parenté avec César Aira, j'en écrivain, dans le sens que la théorie littéraire et la péripétie sont complètement fondues. Oui. En fait. Du coup, c'est pas genre, attention, maintenant c'est métal, je vais faire un discours sur la littérature. Non, non. Mais je pense que C'est que les ouais. aventures des personnages sont un discours sur la Oui. littérature, mais qui sont fondus complètement. Mais je pense que tous les romans sont Quelque part, des théories qui sont juste habilement camouflées par comment dire, un truc pratique. Et ensuite, il y en a qui sont tellement bien camouflés derrière le truc pratique qu'on oublie complètement qu'il y a de la théorie, ou surtout ça voit complètement qu'il n'y a pas de théorie, et qu'il n'y a que du pratique. Ouais, mais enfin, moi, il y a des moments que j'adore. Enfin, après, bon, j'aime pas trop l'expression morceau de bravoure. Et puis, si on est de 200 pages, je veux dire, c'est que des Si, morceaux si. de bravoure. Non, mais c'est un il y en a morceau vraiment vraiment dans beaucoup. l'intégralité. Non, mais il y en a plein de morceaux de bravoure parce que, notamment, bah, je pense à une scène, tu vois, où tu te dis, mais là, ça y est, d'un seul coup, Quentin Leclerc, il a injecté du western dans un truc où on parle quand même d'un tracteur, d'une carriole et d'un fusil et de gens. Et on a l'impression, ça y est, c'est la caravane avec les Indiens, enfin, et tout. Et c'est incroyable parce que c'est fait à partir d'un matériau qui est pas du tout prévu pour ça et qui d'un seul coup a été déterré de son endroit d'origine, remis ailleurs. Et là, ça y est, moi, j'imaginais, c'est sur son tracteur en folie, là, avec sa grosse carriole blindée derrière, parce qu'elle est pas blindée, elle est en fer blanc, quoi, comme les trucs des agriculteurs. Mais elle joue là le rôle quasiment d'un train blindé de la guerre civile soviétique, quoi, de 1921, qui va arpenter le pays Ouais. avec dedans des gens armés jusqu'aux dents et on se dit mais c'est pas possible. Et pourtant si, enfin. Mais c'est comme dans tout le passage dont je parlais avec le Bram qui est sur la bicyclette et le chauffeur qui est dans sa petite caisse derrière. En soi, ça part d'un événement qui est tragique, qui est bon, le bus du chauffeur qui est donc son outil de travail finit en cendres. Lui-même n'arrive plus à atteindre la ville, il a peur que sa femme meure, etc. Et en fait, là, pour moi, cette scène-là, tu vois, c'est un peu la tronche d'un tati. Où en gros, c'est les mecs qui sont genre. Ouais, je pensais que t'avais été traumatisé par la grande vadrouille quand t'étais Ah ouais, petit aussi. Enfin, c'est peut-être ça aussi un petit peu, mais tu vois, j'intériorise à mort et j'essaie de trouver une référence légitime, je pense. Mais c'est un peu, tu vois, Tati avec le petit mec sur sa bicyclette, ah ouais, machin, et en même temps, il lui arrive que des trucs, tu vois, dans Playtime, par exemple, c'est un film que je trouve génial, parce qu'en même temps, le mec, il vit sa petite vie, et il se passe que des trucs dingos autour de lui, mais c'est pas mis sur le mode tragique, mais enfin, là, par exemple, tu vois, il y a toute la scène dans Playtime à la fin, où il y a tout le restaurant qui s'ouvre, enfin, dont ils ouvrent les portes, alors qu'en fait, il n'est pas fini d'être construit, et où en gros, tu as tous les ouvriers dans le fond qui sont en train d'essayer de bricoler le décor pour que les gens qui sont à table et qui sont des gens hyper chics et tout ça se rendent pas trop compte qu'en fait, enfin, c'est fait de briques et de broc et en fait, ça peut péter à tout moment. C'est comme il y a une scène où il y a un portier, la vitre se pète, et en fait, il garde la poignée dans la main, et il ouvre comme ça, sur rien, et les gens, ils sont, ah oui, merci, et tout ça, alors il n'y a que dalle. Tu vois, et c'est en même temps le côté très, comment dire... C'est ce qui avait été monstrueusement réutilisé dans La Vérité si je mens 2, parce que moi je fais exprès de prendre l'opposé hein, comme référence. Mais puis il fallait que je place La Vérité si je mens 2, donc bon. Mais du coup, c'est utiliser un peu, tu vois, des trucs pratiques comme ça, où en fait, la situation à partir d'objets, elle a des côtés comiques ou amusants ou quoi. Et donc en fait, le tragique de l'aventure qu'ils sont en train de mener, qui est quand même... Enfin, c'est vrai, sur la Villefond, j'ai beaucoup vu
gens qui disaient oui, c'est un truc post-apocalyptique, machin. Mais en fait, pour moi, non, pas du tout. Enfin, certes, il y a une menace qui est lointaine et qui est étrange, mais je veux dire, l'aventure que les gens mènent est hyper prosaïque, quoi. Enfin, je pense qu'on serait à peu près dans la même galère si c'était nous. Non. Un peu. Non, mais toi, si, voilà, évidemment, à Châtelet, tranquillou, mais là, si t'étais, tu vois, dans un bled paumé, peut-être que ça serait compliqué. Les flics, quand même, C'est compliqué, mais l'environnement changerait pas tous les jours. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, Mais, ouais, plus, mais bon, voilà, bon, ok. Et donc, disons, ça reste très matériel, voilà. Et donc, du coup, ils répondent à tous leurs problèmes par des choses très matérielles. Construire des choses, utiliser des objets qui existent déjà, aller s'adresser à des gens qui sont complètement là où ils devraient être. Enfin, en soi, même s'il y a des policiers, par exemple, qui apparaissent dans le village, alors qu'ils ne devraient pas y être, des policiers, c'est pas... Bon, là, il y a autant de policiers, c'est un peu bizarre. Mais un policier en soi, tu vois, c'est bizarre. Mais c'est bizarre, tu peux... Ok, c'est que bizarre, les policiers. Mais le fermier, par exemple, bah, il s'en sert vraiment... le fermier, ok, il est là, mais on a besoin du fermier parce qu'il a un tracteur et un chariot. Enfin, une remorque. Et en fait, on utilise vraiment des trucs pratiques. C'est qu'on ne fait pas preuve d'une inventivité incroyable, mais on fait avec les moyens du bord. C'est un peu des petits MacGyver, tu vois. Sauf qu'ils ne construisent pas des fusées, quoi. Mais non, mais de toute façon, c'est quand même balèze. une autre des façons dont on pourrait choisir de lire a posteriori La Ville Fond, c'est que c'est effectivement une forme assez bizarre de guide de survie pour environnement en milieu instable. pas hostile. Mais en environnement instable, c'est-à-dire que quand l'environnement peut changer tous les jours, ça peut être un bon manuel finalement, en disant comment je fais quand finalement ce qui était vrai la veille ne l'est plus le lendemain. Mais ça va être un peu douloureux quand même. Ah, Enfin, il se passe des trucs. oui. Donc c'est un guide un peu triste. C'est un guide où tu te dis mais. Ouais. Tu apprends des échecs du personnage Ouais, pour là, essayer de pas les refaire, éventuellement. Enfin, oui, ok, pour ok. gagner des niveaux. Ok, Tu vois, dans ce cas-là, ok. Mais et pour sur le truc du vidéo, je rebondis parce que j'y pense. Mais il y a Guillaume qui avait écrit, qui est dans la salle, qui avait écrit que Guillaume Vissac, hein, je le dis pour la bande vidéo. Ouais. Que les personnages aussi avaient parfois donc, sauf quand ils sont tout seuls, mais sinon quand ils sont en groupe, ils avaient un effet un peu comme dans les jeux type Age of Empire ou quoi, qu'on sélectionne. C'est bien toi qui l'as dit, hein, je dis pas de conneries. Je me rappelle pas si c'est moi, mais. J'ai pas d'autres amis qui s'appellent Guillaume, alors c'est très 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 bizarre. Bref, mais avec un effet lasso où tu sélectionnes toute une troupe de personnages, et en fait, tu leur donnes un ordre, et en fait, ils vont là où tu leur as dit. Et les personnages, quand ils sont en groupe dans la ville fond, ils réfléchissent pas individuellement. Ils sont des masses que tu trimbales un peu à droite et à gauche, et qui sont la plupart du temps plutôt encombrantes qu'utiles d'ailleurs. Et donc voilà, donc il y a aussi les personnages ne sont pas uniquement utilisés dans leur individualité qui leur donne une fonction particulière, mais aussi dans le fait que bah il y a beaucoup de personnages comme Bram, mais qui malheureusement pour eux ne sont pas les héros principaux du livre, et donc qui du coup servent uniquement à faire masse dans un ensemble donné, quoi. Ouais, les groupes de figurants. Ouais, voilà, exactement, exactement. Bon, mais mettez-vous là. Oui, c'est ça. Bon, rentrez dans la carriole là, et puis faites pas chier, quoi. Ouais. Mais bon, il y a aussi des petits épisodes, je trouve intéressants, de révolte des figurants, parce que à un moment, tu changes la focale, et quelqu'un qui était noyé dans la masse, en fait, justement, devient quelqu'un qui, parce qu'il a par exemple accès au fusil, d'un seul coup prend un vrai rôle, et ça peut aussi surprendre Bram ou nous. Hein. Ouais, bah disons que le fusil donne la fonction au personnage, parce que là, forcément, l'arme, mais bon, en même temps, ça aurait pu être un objet autre, mais là, en tout cas, l'arme lui donne une faculté qu'il n'a pas auparavant, et donc là, l'arme, en l'occurrence, c'est la faculté de tuer, qui est en fait, comment dire, c'est-à-dire que tous les personnages ont en eux la faculté de tuer, mais celui-là, en fait, il n'est presque utile, ou en tout cas prédestiné qu'à ça. C'est-à-dire que, bon, mais encore, c'est pareil, c'est comme le chauffeur. Mais en gros, le fusil n'est là que pour tuer, et Bram le dit de toute façon dans le livre, que voilà. Mais donc du coup, oui, bah, j'essaye aussi de déjouer un peu les attentes aussi du lecteur, en essayant justement de faire intervenir des petits détails qui en fait modifient complètement la perception des personnages ou des lieux, quoi. Voilà. Donc ça participe de la même ambition. On va approcher une zone comme ça. Est-ce que tu nous en lirais un extrait? Ça me pose complètement souci, mais je vais le faire. Ok, je sais pas. Je lis le début, je pense que c'est le plus simple. Alors, Pardon, ça commence très mal.
C'est sous le soleil pourtant rare du mois d'octobre que la ville s'était mise à fondre. Bram marchait vers le bus dont les pneus avaient éclaté. Le chauffeur était accroupi à côté de l'une des roues aux pneus éclatés. Le chauffeur tentait par tous les moyens de regonfler le pneu, mais il n'y avait rien à faire, il avait éclaté. Bram posa une main sur l'épaule du chauffeur accroupi en signe d'encouragement. Il n'y avait rien à faire. Oui, sympa. La pompe soufflait dans le vide. Décidément, se dit Bram, il n'y a rien à faire. Bram regardait la pompe souffler dans le vide, accrochée au pneu crevé. Bram avait l'habitude de prendre ce bus pour se rendre en ville. Chaque semaine, le même jour, il empruntait ce bus pour se rendre à la pharmacie de la ville. Auparavant, il y allait pour acheter les médicaments de sa femme. Mais désormais, n'ayant plus de femme, il y allait pour acheter ses propres médicaments. Les mêmes médicaments depuis des années, pourtant différents des médicaments de sa femme. Bram ne souffrait pas de la même maladie dont avait souffert sa femme, ce qui justifiait ce traitement composé de médicaments différents. Dans le bus, Bram s'asseyait sur l'un des sièges du fond, à droite, collé à la fenêtre, puis observait les champs, les forêts, les ponts. Il pensait à bien d'autres choses alors qu'il regardait les champs, les forêts et les ponts. Bram avait toujours eu un goût prononcé pour les paysages et, dès qu'il devait effectuer un trajet, il s'arrangeait pour ne pas conduire, pour observer les paysages. Sa femme n'avait jamais eu aucun goût pour les paysages, ce qui convenait parfaitement à leur déplacement. Elle conduisait, lui regardait. Maintenant sans sa femme, il préférait se faire conduire pour continuer à regarder. Mais le chauffeur pestait toujours contre les pneus crevés du bus. Cela attrista Bram. Il n'y avait aucun moyen que le bus reparte avant plusieurs heures, voire jours. Tout dépendait de la vitesse à laquelle le mécanicien pourrait intervenir, s'il intervenait. Le mécanicien avait mauvaise réputation concernant ces délais d'intervention. C'était problématique pour la suite, pour que Bram puisse se rendre en ville. Bram n'avait jamais connu de telles complications avec le bus depuis qu'il le prenait. Le chauffeur et le bus étaient habituellement infaillibles. Bram avait d'ailleurs lu divers articles dans le journal célébrant l'infaillibilité du chauffeur et de son bus, pour laquelle le chauffeur avait reçu de prestigieux prix décernés par la ville. Mais cette fois, la situation semblait dépasser le chauffeur. Les prix reçus par le chauffeur ne pouvaient évidemment pas le sauver de toutes les situations, se dit Bram. Malgré ces prix, le chauffeur n'en demeurait pas moins un homme et, au fond, que peut l'homme face à la mécanique, c'est ce que se demande Bram qui lui ne pouvait rien. Comme la situation n'évoluait pas, Bram hésita à inviter le chauffeur chez lui. Mais il ne le connaissait pas si bien que ça, et il aurait été gêné de ne savoir quoi lui dire. Bram aurait été gêné d'entendre le chauffeur siroter son café dans le silence, sans savoir quoi lui dire pour couvrir ce bruit qui le gênait grandement. À part les trajets jusqu'en ville, ils avaient peu en commun. D'autant que la place habituelle de Bram dans le bus durant tous les trajets passés n'avait pas permis de nouer le dialogue. Bram laissa donc le chauffeur à son affaire et, déçu, entreprit de rentrer chez lui. Il devait marcher plusieurs kilomètres sur des routes de campagne, abandonnées, où ne passaient plus que quelques tracteurs. Le trajet, Bram le connaissait bien, puisqu'il l'empruntait chaque fois qu'il voulait prendre le bus, une fois à l'aller, une fois au retour. Bram trouvait toujours son intérêt à emprunter ce trajet, dans un sens comme dans l'autre. Sans quoi, il se serait sûrement débrouillé pour trouver un autre itinéraire. Mais puisque celui-ci lui convenait, il n'avait jamais eu la curiosité de le faire. Sur le chemin, Bram se demandait quand le bus pourrait repartir, s'il pourrait repartir. Mais Bram n'eut pas le temps de se demander ce qu'il ferait si le bus ne repartait pas, car il parvint enfin au terme de sa marche. Au sommet d'une butte voisine de sa maison, un peu essoufflé, il posa les mains sur ses genoux, reprit ses esprits, se releva doucement, puis observa le paysage devant lui. La ville apparaissait minuscule au loin, semblable à elle-même. Pourtant, depuis que la ville fondait, bien des choses avaient changé. Bram n'en savait rien encore. Voilà. Voilà, bon, avant de poursuivre les conversations en fait autour d'un verre ou plusieurs, enfin bon, je voulais juste vous rappeler, je pense que vous l'aurez saisi en écoutant Quentin Leclerc ce soir, que c'est un texte qui est assez rare puisqu'il arrive effectivement à rassembler en 200 pages un vrai roman d'aventure à la fois hilarant et tragique, hein, où il se passe des choses drôles, des choses tristes, des choses dures, des choses étonnantes, et complètement imbriqué avec une réflexion sur extrêmement intime, extrêmement puissante sur ce qui fait même la substance d'un roman d'aventure. Qu'est-ce qui rend possible un roman d'aventure ?
sur quoi ça repose, et ça rassemblé en un seul texte, donc qui en fait, vous l'aurez deviné, le cadeau idéal pour tous vos amis. Voilà. Et c'est surtout pas méta. Dites pas ça à vos amis parce que là, ils le liront pas. Bah non. C'est pas méta du tout. Hein. Merci beaucoup, Quentin. Merci vraiment, à vous. Merci.